C'est un endroit où on doit être, qui permet aussi de rêver un peu à l'aménagement de demain. Et puis c'est l'endroit où on est reconnu et on est fier d'être reconnu. Ouais. C'est quand même un sacré salon, hein, quand on rentre dans le monde de la montagne. C'est vraiment une ouverture sur toute la pluralité, en tout cas de l'activité. C'est vraiment un point d'échange. On fait le bilan de la saison passée et puis on regarde devant les commandes à venir et les projets à venir. Souvent, quand les personnes me disent « Ah, on vient au prochain SAM », et ils se reprennent et puis ils disent « Ah non, Mountain Planet ». Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Les Jeux Olympiques de 1968, ouverts par le général de Gaulle, ont élevé Grenoble au rang de capitale internationale des sports d'hiver. Au-delà des succès sportifs du ski tricolore, le rayonnement de ces Jeux permet au monde entier de découvrir le potentiel des stations et des massifs français. Au cœur de ce que les historiens ont appelé les 30 Glorieuses, les dirigeants politiques ont décidé que le tourisme hivernal serait l'une des priorités de l'aménagement du territoire. Démocratiser la pratique du ski et faire venir la clientèle étrangère qui prend ses quartiers en Suisse et en Autriche, telles sont les ambitions affichées du plan Neige. À l'orée des années 70, on prévoit la construction de 150 000 lits et de lourds investissements essentiellement consacrés à l'accès aux stations intégrées en altitude, fleurons d'un aménagement moderne de la montagne. Construire en site vierge, tel est en effet le credo du moment. Émile Allais m'avait dit, si tu as à construire une station, imagine que tu emmènes avec toi un cornet de billes, tu le verses sur le sommet de la montagne ou des montagnes qui entourent le site, tu le verses, et là où tu ramasses le plus de billes, c'est sans doute là où il y a une station à faire. Et c'est une image, elle exprime bien ce qu'est l'écoulement du ski. Le ski est un sport gravitaire, et cette façon de voir les choses ouvre bien les yeux pour l'aménageur. Un peu partout, remontées mécaniques, immeubles, routes, pistes poussent comme des champignons. On équipe à tout va. Tout pour la neige et le ski, qui seuls, pense-t-on, peuvent sortir la montagne de son isolement. L'État a décidé de désenclaver toutes les communes de montagne par la route, ce qui a permis, dans tous ces villages, aux gens de partir plus facilement. Mais si à l'époque, on avait désenclavé nos villages par téléphérique, eh bien, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le jour, la nuit, ça marchait. Et combien coûtait cet appareil par rapport à la route? Certainement des dizaines de fois moins. De 1964 à 1974, en 10 ans, l'industrie de la neige, fer de lance de l'économie touristique, progresse à un rythme spectaculaire. Plus de 10% d'augmentation annuelle du nombre de skieurs. Mais même en courant le risque d'un équipement que les défenseurs de la nature jugent outrancier, peut-on impunément tout axer sur la neige, cette matière première si capricieuse? L'hiver 73-74 donne un crédit particulier à cette interrogation. Il a fait presque trop beau pendant les vacances de Noël dans les Alpes. La neige était rare, en effet, et les pisteurs ont eu bien du mal à rendre les pistes praticables, à étaler ces flocons que le soleil et le ciel bleu faisaient fuir. Pourtant, toutes les stations ou presque ont affiché complet. Plusieurs milliers de skieurs ont envahi les pistes dès le premier jour des vacances. Une station pourtant a trouvé un autre moyen pour ne pas manquer de neige, la fabriquer. C'est ainsi que Flaine vient d'équiper une de ses pistes d'une batterie de canons à neige. J'ai été voir des installations en fonctionnement tout près de la frontière du Canada et je me suis aperçu qu'une de ces stations dans lesquelles il y avait des canons à neige
avait reçu à peu près 3000 voitures dans ses parkings, alors que la station voisine à la même altitude en avait 50. Ça m'a paru concluant et je me suis dit qu'il fallait tâcher de lancer le procédé en France et en Europe par la même occasion. Au matin, 30 cm de neige, presque damée, recouvrent la piste. Vous voyez, voilà la neige que nous fabriquons. C'est une neige, vraiment, elle ressemble beaucoup à la neige naturelle. D'ailleurs, c'est une neige naturelle, simplement elle est fabriquée et on provoque les conditions atmosphériques pour avoir de la neige. 1973, 1974 sont des dates importantes. Les grandes stations ont été créées, de nouvelles petites unités ont vu le jour, mais par la suite, il n'y a plus eu, à partir de 1980, de nouvelles créations. Tout le monde s'interroge. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on essuie une première crise, la première crise pétrolière. L'économie est en panne. Et malgré tout, le développement se poursuit. Vous avez profité du développement des stations? Bah oui, il ne faut pas dire qu'on n'est pas content. Quand même, ça fait évoluer le pays, il faut bien le reconnaître. Moi, j'ai des moutons. Si je vends mes agneaux, c'est bien encore... le boucher, il faut bien qu'il les passe quelque part. C'est pas rien que les gens du pays. S'il n'y avait pas eu un peu les stations et tout ça, il y a les clients comme maintenant, ça vient des colonies, ils viennent visiter, ils viennent acheter, tout ça. Ça m'a permis à moi d'être mieux payé, comprenez. C'est dans ce contexte mi-euphorique, mi-préoccupé que Grenoble lance le SAM, le Salon de l'aménagement en montagne. Dès la première édition, 150 exposants répondent à l'appel de Philippe Lamour, Raymond Koch, Paul Rambaud, Hubert Dubedou, Jean Roger, Jean Faure, Michel Lacroix, Jean Bacquart ou Michel Drapier, tous hommes de conviction. Leur slogan, l'homme et la montagne font le point. Leur ambition, un développement harmonieux de tous les massifs montagneux. On voit poindre cette notion de développement durable dont on va beaucoup parler ensuite, les années 80-90, un des créateurs d'ailleurs du SAM, Philippe Lamour, probablement le premier qui a évoqué cette nécessité de développement durable, tout particulièrement en montagne. C'est ce que nous voudrions maintenant, c'est réunir tous ceux qui, à un titre quelconque, s'intéressent à la montagne, agriculteurs, artisans, touristes, skieurs, alpinistes et également les collectivités locales au premier chef, tout ce qui représente les divers intérêts de la montagne pour que les pouvoirs publics aient un interlocuteur qui représente toute la montagne et tous les montagnards. Le but du salon est justement d'essayer de réunir les aménageurs et ceux qui souhaitent un aménagement plus diffus, disons les responsables de l'agriculture. Nous souhaitons que la montagne s'harmonise, que la vie en montagne devienne facile, devienne tout au moins plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sur 1/5 du territoire, il y a malheureusement très peu de personnes qui y vivent, puisque seulement 2,5 millions de Français vivent aujourd'hui en montagne. Il faut faire quelque chose pour la montagne. Quelques années plus tard, le président de la République de l'époque viendra à Vallouise et prononcera ce fameux discours de Vallouise. Finalement, l'endroit est bien choisi. Le président de la République s'exprimait là où on venait de créer le parc national des Écrins. C'est toute la montagne qu'il faut protéger pour lui permettre de mieux vivre. Et donc, sur ce point, je vous annonce qu'une directive nationale d'aménagement du territoire sera prochainement établie. Elle fixera notamment les nouveaux principes d'aménagement suivants. Ce fameux discours de Vallouise verra la mise en œuvre des procédures unités touristiques nouvelles. Là encore, développement durable, parce que ces unités touristiques nouvelles ont pour but finalement de réguler l'aménagement en montagne. Les SAM qui se sont déroulés jusqu'en 90 ont été une période de grande réflexion, qui a conduit d'ailleurs à la loi montagne de 1985. Une loi qui est absolument fondamentale. Nous avons été directement concernés par cette loi montagne qui a érigé l'exploitation des remontées mécaniques en service public. C'est pas rien. Les années 80 catapultent les sports de neige vers les sommets de la réussite populaire et en conséquence économique. Dans un contexte qui s'apaise, sans prise de bec entre les écolos et les aménageurs,
une approche plus ludique fait la part belle aux nouvelles glisses. Dans la concurrence qui se durcit, la Suisse, l'Autriche et bien sûr la France soignent particulièrement leur image. Pour séduire la clientèle, tout est bon. Place à la communication et à un marketing de combat en direction des 60 millions de skieurs à conquérir à travers le monde. Dans un climat de plus en plus concurrentiel, le SAM est plus que jamais un passage obligé. La France connaît actuellement une grande notoriété au niveau de son savoir-faire, notamment dans le domaine de l'aménagement et de la construction de matériel spécialisé. Nous avons en France un savoir-faire dans des domaines qui sont totalement inconnus, dans le domaine de la protection des avalanches, dans le domaine de la détection, etc., de l'informatique, de l'utilisation de l'informatique. Donc nous avons des savoir-faire et nous devons les faire connaître et les vendre à l'étranger. J'ai commencé il y a 10 ans, bon, il y avait de la neige, j'étais jeune, ça marchait bien. 10 ans après, il n'y a plus de neige. Le marché du sport d'hiver a stagné, bon, je me fais du souci. Alors arrêter, continuer, changer de métier, changer de station. Et c'est vraiment un dilemme, parce que moi je suis né ici, j'aurais bien aimé continuer à y vivre, et malheureusement, je suis dans le fait accompli, quoi. 89-90, effectivement, début de mon activité professionnelle, ça a été le marasme le plus total, puisqu'effectivement, nous n'avons pas eu de neige. On attendait à l'époque 12 à 13 millions de francs de chiffre d'affaires et la société a fait 2,6 millions. Sous-entendu, effectivement, la société était quasiment en dépôt de bilan. Les années 90, qui ont été ces années sans neige, sont vraiment des années charnières qui ont permis, que ce soit du côté des aménageurs, des exploitants ou des fournisseurs constructeurs que nous sommes, d'aller à l'essentiel et de vraiment reprendre pied sur nos stratégies et sur le sens de nos activités. Le défi le plus important que nous ayons relevé depuis une quarantaine d'années, c'est assurément celui de la neigeculture, qui nous a permis de pallier les aléas d'enneigement. Des aléas qui, en 1980-1990, ont menacé nombre de nos sociétés de remontée mécanique. Et je constate aujourd'hui que, grâce à cet enneigement, notre économie est d'une certaine manière sécurisée. Il y a encore quelques années, le surf, c'était ça, un outil d'évasion, taillé pour la poudreuse et les grands espaces. L'image a séduit, mais les amoureux de la nouvelle glisse ont rejoint maintenant le flot des skieurs sur les pistes damées. Mais c'est un fait, sur les pistes de l'hiver 93, ils n'ont pas bonne presse. Les gens consomment différemment la neige maintenant d'autrefois. C'est peut-être là qu'il faut qu'on cherche, et pour les biskieurs, et aussi pour les surfeurs, une solution pour essayer de modérer tout ça et calmer la vitesse et puis éviter les accidents. Il y a effectivement la surdensité des skieurs sur les pistes qui tient un certain nombre de faits. D'une part à l'augmentation très importante qu'on a vue durant ces dernières années du débit des remontées mécaniques. Nous avons élargi les pistes qui sont devenues de gigantesques espaces ludiques où effectivement on peut constater que les gens ont plus tendance à vouloir faire de la vitesse que du ski. La neige fascine. La neige est le catalyseur en quelque sorte de l'économie de nos domaines skiables. L'activité majeure, celle qui génère l'activité économique, celle qui permet le maintien des populations à la montagne, c'est le ski. On a une vraie
responsabilité sociétale, quand on est chef d'entreprise d'une station de sport d'hiver, d'un domaine skiable, c'est l'activité majeure et c'est celle qui permet le maintien de l'activité en montagne. Ich glaube, wir haben irgendwo zwei, ich sage mal, Meilensteine. Deux évolutions étroitement liées ont eu un réel impact et expliquent les changements de l'aménagement des massifs alpins. Mit sich gebracht haben. Zum einen die Standardisierung von kuppelbaren Bahnen. Première étape, la généralisation des appareils débrayables. À partir du début des années 90, au moment où l'on a définitivement réalisé que l'avenir des Alpes passait par les sports d'hiver et qu'il fallait des équipements, si possible, mieux adaptés et plus confortables, nous avons commencé à remplacer des remontées désuètes par des débrayables de 4, puis 6, puis 8 places. Deuxième évolution, l'enneigement artificiel, qui, grâce à un investissement massif, a apporté la garantie de la couche de neige nécessaire et indispensable. En effet, à partir du moment où l'on peut fabriquer en quantité et en qualité raisonnable de la neige, c'est la quasi-assurance que l'on pourra skier 100 jours par hiver et qu'ainsi nos hôtes viendront profiter de notre domaine skiable, que les hôtels ou les lits de la station seront occupés au moins 100 jours par an. L'objectif, ce n'est pas équiper 100% des pistes avec la neige de culture. L'important, c'est de pouvoir sécuriser l'ouverture de la station, de chaque remontée mécanique, de permettre aux exploitants de vendre le forfait pour leurs clients, permettre aux clients de venir skier sur une partie importante de la station. Mais les stations en Europe sont déjà effectivement assez bien installées. Après les crises et les signaux d'alerte des années sans neige, les années 2000 vont être celles de la mondialisation. Le ski, le snow business, ne connaît plus de frontières. Cession, acquisition, émancipation, c'est l'ère du regroupement, de l'hyper-professionnalisation et de l'import-export des savoir-faire. La culture de la neige, efficace pourvoyeuse d'emplois, impose sa loi aux quatre coins de la planète. Mais à l'heure du réchauffement climatique et alors que la clientèle manifeste sans cesse de nouvelles exigences, peut-on encore parler de stations de ski? Et dans un marché désormais mature, l'heure n'est-elle pas à une diversification inévitable? Globalement, c'est une réussite parce que je pense qu'on a développé le tourisme en montagne, on a permis à des régions complètement déshéritées, je pense à la Savoie. La Savoie est actuellement une des meilleures économies nationales, alors que quand on a démarré les stations, on était au bas de l'échelle. Quand on se retourne sur les 10 années qu'on vient de passer, il y a eu énormément d'évolutions. Moi, je pense qu'on est en perpétuelle évolution vers le confort des gens, vers leur bien-être, vers le côté bruit, par exemple, qui est bien travaillé, le côté esthétique des choses. Enfin, honnêtement, le côté qui est plaisir d'être là où on est, de goûter à des bons moments. Pas de stress. Et ça, c'est difficile à expliquer sur un plan purement technique, mais pour y arriver, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le côté technologique des choses et sur le côté environnement des choses. On peut parler de performance, c'est-à-dire des cabines de plus en plus grosses, mais surtout aussi d'esthétique. Il y a l'esthétique des véhicules, ce qui fait que souvent des installations se singularisent par la qualité du design de leur cabine. Il faut reconnaître qu'on est arrivé maintenant vraiment à une technique au point. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'une station de montagne, une station de sport d'hiver, puisse devenir une station de loisirs au sens large du terme. Les clients
que ce soit d'ailleurs à la journée ou en séjour, viennent dans un environnement pour éprouver un certain nombre d'expériences et de sensations, dont le ski est un élément majeur, mais pas uniquement le ski. Et donc, moi, je n'ai pas peur de dire que aujourd'hui, les stations de sport d'hiver doivent faire feu de tout bois pour diversifier leur offre, pour intéresser une clientèle plus large et en tout cas ne pas ringardiser le ski. On ne va pas voir le Luna Park à la montagne parce que il y a des valeurs, même la clientèle vient à la montagne parce qu'il y a un environnement, parfois connotation traditionnelle, très clairement. Pour autant, une activité reste une activité de loisir. Que ce soit une tyrolienne, que ce soit un centre de remise en forme, que ce soit un manège, on est très loin du ski. Pour autant, on voit que quand c'est correctement organisé, présenté, ça s'intègre totalement dans notre produit montagne. Hier ist es ganz klar, dass wir überschaubare Dimensionen in Zukunft haben werden, weil dans les Alpes, où le ski est une longue tradition et a une solide histoire, nous avons atteint une grande qualité d'équipement. Il est clair qu'aujourd'hui, alors qu'aucune nouvelle station ne se crée, on investit surtout dans le remplacement ou l'amélioration de l'existant. Autre tendance chez nous, les liaisons entre les stations autour d'un domaine skiable commun. Elles ont ainsi plus de chances de survivre en unissant leurs forces. Il est primordial que les pouvoirs publics encouragent les petites stations à se mettre ensemble. Leur avenir passe par là. L'Europe est vraiment le centre de l'industrie du ski parce qu'il y a des pays avec un très grand nombre de skieurs. La France est le premier ces 2 dernières années. L'Autriche est pas loin derrière. La Suisse a un nombre important de skieurs. Si on additionne tous ces pays de ski, on a vraiment la majorité de l'industrie du ski en Europe. Et l'Europe a toujours été une référence, a toujours été pionnière dans le développement de l'aménagement de la montagne, dans le développement des différentes techniques. Je pense qu'il faut garder cette référence parce que les clients aiment la France, reconnaissent que la France a toujours été précurseur, aiment venir visiter nos belles stations, savent que nous avons une capacité d'accueil, d'hébergement très, très importante. Et ça, il faut l'entretenir. Au niveau, la France attire les skieurs, elle doit aussi attirer les stations de ski, les exploitants à travers Montagne Planète. L'évolution qui est en train de se faire, c'est vraiment du professionnalisme. On est en train de grandir tous ensemble et je pense que c'est ça l'objectif de Montagne Planète. Et de ce côté-là, le virage pour moi est aussi salutaire et on va l'accompagner parce qu'on sera fiers les uns et les autres de pouvoir inviter, y compris des gens qui naturellement n'étaient pas dans le monde du ski au départ. Et c'est ça qui est en train de se passer. Les marchés émergents pour nous, pour l'activité de la neige de culture, sont l'Asie, la Russie, les pays de l'Est. Finalement, si on analyse un petit peu, ces gens-là viennent généralement à Montagne Planète, à Grenoble, et commencent petit à petit à s'équiper en regardant un petit peu le modèle français. Cette internationalisation de Mountain Planet va être une véritable, je dirais, révolution pour ce salon. Et en même temps, va démontrer combien on vit l'ouverture de la montagne au niveau mondial. Je trouve que le transport urbain tel qu'il est proposé aujourd'hui par certains grands constructeurs
c'est l'avenir. Cet avenir, en tout cas, il s'impose de lui-même. Et notre expérience montagne nous met dans une situation, en tout cas, d'être déjà bien mature. Je suis admiratif de tous ces progrès techniques que l'on voit surtout dans les stations, parce que pour les gens, le transport par câble, c'est la remontée mécanique skieur. Alors que par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans le monde, c'est quoi? C'est le 10e. L'avenir de la montagne se fera également avec le câble. Pour moi, aujourd'hui, le Mountain Planet, ce sont des industriels qui vont installer, qui vont développer, qui vont étudier, qui vont promouvoir leur savoir-faire et leurs innovations sur l'ensemble des continents, dans les villes comme dans les montagnes.